Bonsoir, bienvenue à cette conférence Développement de carrière et réorientation professionnelle, par où commencer pour éviter les écueils. Vous êtes près de 26 participants à vous joindre à nous ce soir pour cet événement virtuel. Merci beaucoup d'être des nôtres. Je me présente, Sylvain Lacerte Gagnon du réseau des diplômés et des donateurs. Je serai votre animateur pour la soirée. Depuis plusieurs semaines déjà, le marché de l'emploi a été chamboulé par une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs et par un retour au travail en mode hybride. Ces changements ont été l'occasion pour plusieurs de revoir leur objectif de carrière, de chercher un nouvel emploi ou d'entreprendre un retour aux études. C'est dans cette optique que nous vous présentons ce soir une conférence pour discuter des nouveaux défis et des enjeux entourant le marché du travail. Accompagnés de nos deux conférenciers invités, nous discuterons des défis de la recherche d'emploi en temps de pandémie et de l'impact des nouvelles technologies, des 4 questions à se poser dans son développement de carrière pour entamer un bilan de compétences, des valeurs et missions de l'entreprise, des éléments à ne pas négliger dans sa recherche d'emploi, des carrières à privilégier selon ses critères d'emploi et finalement de l'importance de la formation continue dans un environnement en changement. Donc, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter nos deux conférenciers invités pour la soirée. Donc, tout d'abord, Farah Martel. Vous êtes diplômé du baccalauréat en enseignement de l'histoire au secondaire et vous enseignez diverses matières durant 13 ans, dont l'éducation au choix de carrière. Vous avez été par la suite à la FEP pour compléter un certificat en santé mentale avant de vous réorienter dans une carrière en employabilité. D'abord comme conseillère en emploi pour les 15-35 ans au Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm. Et vous travaillez présentement pour l'organisme Perspectives Nouvelles où vous accompagnez une large clientèle de 18 jusqu'à 75 ans, hommes-femmes, avec ou sans expérience, immigrantes ou ayant des limitations sur le marché de l'emploi. Donc, bienvenue parmi nous. Nous accueillons aussi avec nous ce soir Alexandre Raymond, diplômé de l'Université de Montréal avec qui vous avez complété un certificat en philanthropie de la FEP en 2014, ainsi qu'un baccalauréat en relations industrielles en 2008. Vous êtes consultant en recherche de cadres, stratégie de ressources humaines et conseil en management et avez développé au fil des années une expertise pour le recrutement de cadres et accompagner des PME, des OBNL et des grandes organisations dans des fonctions stratégiques en ressources humaines. Vous êtes aussi cofondateur du groupe La Relève en famille, un organisme qui vise à accompagner la relève familiale en entrepreneuriat. Et vous avez aussi un intérêt marqué pour des organismes qui contribuent au bien-être de leur communauté et est impliqué au sein de plusieurs organisations et associations caritatives. Donc, tous les deux, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence. J'aimerais mentionner aux participants qu'il est possible de soumettre dès maintenant vos questions via le module questions-réponses au bas de votre écran, identifié Q et R. Nous y répondrons en fin de soirée. Et évidemment, nos invités d'aujourd'hui ont plusieurs ressources en ligne à vous partager que vous pourrez accéder via le clavardage. Les liens vous seront aussi transmis par courriel après l'événement de ce soir, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de les consulter durant la conférence. Alors, je vais commencer avec une première question pour Alexandre. Est-ce que l'arrivée du travail en mode hybride et l'impact des nouvelles technologies ont redessiné la façon de se chercher un emploi? Je pense entre autres aux rencontres via Teams ou Zoom qui sont maintenant la norme, ou encore les entrevues d'embauche virtuelles ou l'intégration d'employés à distance. Donc, comment on doit appréhender ces changements lorsqu'on est en recherche d'emploi? Merci Sylvain. Tellement une question importante à ce point-ci, vu qu'on en est au niveau du marché, puis au niveau du retour en emploi. Donc, vraiment, une question importante. Puis, j'ai le goût d'y répondre d'emblée, de front, en disant, ben oui, effectivement, là, le travail en mode hybride, les nouvelles technologies ont redessiné la façon de chercher un emploi. Puis, le refait de différentes façons, en fait. Donc, différents constats que je veux vous partager ce soir, différents angles, puis dimensions que ça peut affecter justement les chercheurs d'emploi parce que c'est plus juste
On peut pas juste le mode hybride, c'est pas juste les technologies. Moi, je trouve que ça a vraiment impacté un écosystème en soi. Donc, je trouvais ça important de statuer sur certains éléments pour vous aider aussi dans cette démarche-là, puis pour vous éclairer sur différents constats que je suis capable de faire avec le marché présentement. Donc, au niveau, premièrement, bon, recherche d'emploi, effectivement, ce qui est dur en ce moment quand on regarde l'aspect des technologies, c'est la perte humaine. Donc, la perte du contact humain, quand on est à la recherche d'un emploi, on veut connecter avec l'organisation, on veut connecter avec les gens avec qui on va travailler, on veut avoir un premier rapport qui nous engage dans l'organisation. Puis ça, à ce moment-ci, ben, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu, là, qu'on parle d'entrevue par Zoom, entrevue par Teams. Donc, tout ça amène un défi important. On sait peut-être de façon maintenant, on peut dire de façon maintenant traditionnelle. Auparavant, on avait on assistait à des rencontres, des cocktails. Quand on était à la recherche d'un emploi, on était proactif, on allait à la rencontre des gens. Maintenant, donc, tout se fait en ligne, puis c'est ce qui provoque un peu un isolement, puis des fois une déconnexion. Donc, il faut tout d'abord, je pense, être conscient de ça, puis il faut être proactif au niveau des médias sociaux. Donc, tout simplement, quand on est en amont de la recherche d'emploi, d'être en mesure de bien se positionner de ce côté-là. Donc, c'est plus juste d'avoir un simple profil LinkedIn, puis de se dire, ah, ben, tu sais, les gens vont aller le consulter, puis je mets beaucoup d'informations là-dessus, mais non, au contraire, il faut pouvoir le développer, exploiter les fonctionnalités à fond, obtenir, vous savez, sur LinkedIn, il y a des outils, vous pouvez obtenir des références de collaborateurs, donc vraiment bien le peaufiner parce que c'est maintenant plus que juste une carte de passage. Moi, je pense que c'est une identité, puis ça devient un nouveau mode. C'est rendu quasiment un CV, là. C'est rendu votre présentation, votre première porte d'entrée. Donc, faut en être conscient. Il faut développer aussi une proactivité au niveau des réseaux sociaux, selon moi. Donc, plus juste attendre, mais puis attendre que quelqu'un, quand il y a une connexion, qu'on voit certaines offres d'emploi. Mais faut élargir son réseau, il faut créer des contacts, il faut aller consulter les pages des organisations, consulter aussi les pages des collaborateurs qui se trouvent dans les différentes organisations qu'on voudrait solliciter éventuellement. Puis, il faut approcher aussi les recruteurs. Donc, comme moi ce soir, comme bien d'autres qui exercent le métier, comme Farah qui est dans le milieu, donc être en mesure de vraiment développer une proactivité auprès d'eux, puis justement de pouvoir provoquer des conversations, des rencontres. Puis, on parle de recruteurs, il y a des associations professionnelles et autres. Donc, moi, je voulais faire quand même cette parenthèse-là parce que au-delà justement du l'aspect en ligne, il faut avoir l'identité d'être en ligne. Il faut avoir notre présence, il faut être conscient que l'écosystème a bougé. À partir de là, ben, on peut se lancer dans différents processus d'entrevue. Puis moi, je veux qu'on s'en parle ce soir parce qu'il y a vraiment des éléments clés vous devez prendre conscience pour être performant dans vos entrevues, d'avoir de l'impact, même si vous êtes en ligne, même si vous êtes à distance. Il y a des éléments importants qui est à considérer. Puis, ironiquement, donc, j'ai le goût de vous amener dans une préparation d'entrevue, justement, en mode virtuel. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler, qu'est-ce que vous pouvez moins contrôler, puis voir aussi comment vous pouvez gérer un petit peu l'entretien. Donc, un constat que je fais de par mes collègues, puis ça va, c'est qu'on constate aujourd'hui que les entrevues en ligne durent moins longtemps qu'une entrevue qu'on faisait en présentiel. Puis, c'est parmi les groupes de discussion en ressources humaines, on se pose beaucoup la question, mais pourtant, on devrait tellement creuser plus longtemps, on devrait s'attarder à la personne, poser plus de questions, être à distance. Puis on dirait qu'on manque un peu la partie humaine du début d'entretien qu'on avait au début, les salutations, les échanges plus informels. Donc, ça déstabilise un petit peu aussi la personne qui recherche l'emploi. Puis ça, de ce côté-là, c'est malheureux, mais vous devez aussi être en mesure, c'est pour ça, de bien préparer votre message. Puis quand l'entrevue débute, d'amener vos idées les plus pertinentes, les exemples les plus pertinentes, puis être prêt à engager tout de suite la discussion parce que souvent, ben, on met en ligne. Les recruteurs travaillent en ligne, ils ont souvent des entretiens un après l'autre, puis moi, je les sens beaucoup plus tendus qu'on pouvait l'être auparavant, qu'on devait se déplacer de rencontre en rencontre, puis on prenait le temps là, d'y accorder. Ce que vous pouvez contrôler, donc évidemment, on pouvait créer un impact humain, on cherchait
le langage, j'ai juste le mot en anglais malheureusement, là, mais des gestes. Donc, on cherchait l'attention de l'autre, ce qu'on a moins. Donc, faut pouvoir avoir une belle présence, même si on est en ligne, de considérer les mêmes tenues, la même façon de tenue vestimentaire, la même approche, je pense qu'on pouvait se préparer dans une entrevue physique, mais de le faire en ligne. Du point de vue technique aussi, la fameuse caméra, souvent les gens utilisent deux écrans ou positionnent une caméra à cause que vous êtes dans votre chambre ou vous êtes dans un bureau que vous avez aménagé, mais les gens ne regardent pas toujours la caméra, malheureusement. Ça, c'est des petites attentions, mais pour la personne qui interviewe, on veut avoir toute votre attention, on veut que vous soyez présent, donc c'est important de considérer ça. Toujours le sourire, l'entre-gens, donc bien se positionner technologiquement. Puis ça, c'est un élément qui fait pas partie nécessairement toujours des processus, mais plus vous allez développer une aisance avec les outils technologiques, que ce soit peut-être une petite formation, un cours d'appoint pour bien maîtriser votre environnement, puis de pouvoir vous sentir à l'aise quand vous allez engager une entrevue avec un recruteur ou une entreprise, ça va changer le cadre. Vous n'allez pas dégager la même chose. Vous allez être en mesure de bien vous positionner, de vous être en contrôle, puis même peut-être même que le recruteur de l'autre côté va être moins en contrôle que vous là, des outils puis des réflexes. Donc, ça, c'est important d'y accorder une attention particulière. Quelques éléments au niveau technique d'entrevue, que ce soit en ligne ou autre, évidemment, bien vous renseigner sur l'organisation que vous rencontrez, bien vous renseigner sur la personne que vous allez rencontrer, bien maîtriser évidemment la description de tâches, les enjeux, d'être en mesure de bien le présenter pour bien vous positionner. Un élément qui est spécifique aux entrevues en ligne, c'est comme des fois, ils se forment même des comités de sélection. Donc, vous êtes des fois sur une entrevue un à un, mais des fois, vous êtes à même un groupe. Je vous dirais qu'il faut un petit truc, il faut que vous laissiez venir les questions. Il faut que vous soyez à l'écoute parce que les gens vont vouloir parler. Puis, des fois, c'est malheureusement à cause qu'on est moins conscient de l'environnement puis des personnes qui sont là. On tente d'en dire un petit peu plus. On veut pas de silence, mais laissez venir les questions. Soyez à l'écoute des gens qui veulent vous connaître. Donc, ça, c'est un élément. Après ça, bien évidemment, il y a toujours place pour vous à poser des questions, puis tellement important dans le contexte qu'on est. Donc, vous n'avez pas vu le milieu de travail, vous connaissez pas nécessairement l'équipe, vous n'avez jamais rencontré la personne face à face. Donc, vous accordez la chance de vous poser des questions qui, oui, au niveau de l'emploi, du défi, mais également de l'environnement, la collaboration des pairs, le processus d'intégration, comment vous allez faire ça. Donc, ça, pour vous, là, c'est un élément important parce qu'il peut y avoir un choc aussi de ce côté-là. Petit, puis moi, j'ai goût de vous donner juste un petit peu de contexte par rapport aux gens, des fois, qui passent les entrevues en entreprise, pour vous savoir que à l'occasion, les postes de recruteurs sont des postes aussi d'entrée. Donc, si on étudie en ressources humaines, moi, mon premier travail, ça fait maintenant 15 ans, je suis en ressources humaines. Mon premier travail était recruteur. Recruteur pour une bannière au niveau de l'alimentation. Donc, des fois, les gens sont à leur début. Il faut prendre conscience du niveau aussi, puis de pouvoir bien les diriger dans la conversation. Et eux aussi ont de la pression, eux aussi sont pas toujours à l'aise avec les outils comme on s'en parlait. Donc, c'est important de pouvoir les prendre, être conscient de tout ça. Sylvain en parlait tantôt. Donc, il y a différents outils sur le travail en mode hybride qui se sont développés. Il y en a un qui va vous être acheminé, qui a été développé par le Conseil du patronat, qui fait différents constats du côté employeur. Donc, vous, ça vous permet en tant que futur employé ou chercheur d'emploi de vous positionner puis de comprendre un peu les positions employeurs. Et donc, j'ai demandé à Sylvain qu'on puisse vous le partager pour vous mettre un peu en contexte de l'autre côté, comment ils vivent ça, qu'est-ce qu'ils appréhendent, les défis qu'ils vivent eux de leur côté. On s'aperçoit là, assez rapidement, je vais clore ma réponse, Sylvain, avec ça, c'est qu'on s'aperçoit que les cadres ou les dirigeants, ils sont à leurs premières armes aussi au niveau du travail hybride. Donc, eux aussi là, sont en période de rodage, si on veut, sont en période de test. Donc, il y a un défi de votre côté, oui, d'adaptation, mais de leur côté aussi d'intégration qui est grand. Certains styles de gestion sont plus conformes nécessairement. On parlait des fois de gestionnaires qui étaient plus en micromanagement qu'on parlait. Très difficile pour eux de s'adapter présentement, puis même si c'est dur pour eux, pour les gens qui sont maintenant sous leur gouverne, à s'adapter à ce milieu-là. Puis en terminant, dans une statistique qui était mise là,
dans le site, c'est que 59 des employés permanents travaillent actuellement de la maison, comparativement à 28 avant la crise sanitaire. Puis il y a maintenant 84 encore des entreprises qui songent à mettre en place une politique de télétravail permanente. Donc, moi, juste le fait que vous soyez là ce soir, vous vous intéressez au sujet est déjà une première étape super importante parce qu'on a encore, en fait, je pense que ça va donner une nouvelle réalité. Ça clore pour moi la réponse à ta question. Bien, merci beaucoup, Alexandre. Écoute, on parle de stratégie de recherche d'emploi, d'entrevue. Il y a beaucoup à dire, puis ça me fait penser. Écoute, j'ai goût de rebondir sur ce que tu viens de dire pour poser une question à Farah sur quelque chose qu'on néglige peut-être un peu trop souvent, qui est le bilan de compétences, qui pour moi est une partie intégrante de la recherche d'emploi ou de la réorientation de carrière. C'est aussi une expression qu'on entend souvent. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement de faire un bilan de compétences? Donc, j'ai demandé à Farah peut-être de nous éclairer un peu là-dessus et de nous donner des exemples, nous expliquer aussi comment on procède pour faire un fameux bilan de compétences, à quoi ça sert et surtout lorsqu'on est en réorientation de carrière ou en recherche d'emploi. Bien, le bilan de compétences, pour moi, c'est formidable parce que maintenant, j'aide les gens à en faire, mais j'en ai bénéficié il y a quelques années. Donc, j'y crois vraiment parce que j'ai occupé les deux côtés de la chaise. C'est un outil d'introspection qui permet de répondre à la question « Qui je suis professionnellement avec tout ce que je suis comme individu? » Et comme tu dis, c'est incontournable. À mon avis, c'est essentiel si on se lance dans une recherche d'emploi. Également, avant ou pendant un processus de retour aux études, là, quand on est en formation, c'est le temps de faire un bilan de compétences avant de se lancer en recherche d'emploi. Également, je pense que c'est très pertinent si on veut demander une promotion pour être équipé pour argumenter. Et puis, ça peut être aussi très utile quand on veut identifier des sources d'insatisfaction au travail. Ça permet d'optimiser les choix puis de faire des choix beaucoup plus éclairés. Je vais vous résumer la démarche là, en 4 étapes. C'est sûr que c'est plus complexe que ça et je vais vulgariser. Bien entendu, tout le monde ici pourrait essayer de se faire un bilan de compétences par soi-même en cherchant un petit peu sur Internet. Maintenant, toutes les ressources sont là. Sauf que moi, je vous conseille vraiment de faire appel à un professionnel en employabilité pour vous aider. Ça peut être une conseillère en emploi comme moi ou une conseillère d'orientation, bien entendu au privé, à fort prix, mais il existe des ressources à prix modique et gratuites qui sont mal connues, je crois. On va vous partager les liens par courriel après la conférence. Donc, l'Université de Montréal offre ces services-là à prix modique pour les étudiants ou les anciens étudiants. Donc, par le biais du César, c'est le Centre de soutien aux étudiants. Et puis, vous pouvez également faire appel au bureau de Service Québec de votre région. Il y en a partout au Québec. C'est les bureaux du gouvernement du Québec. Et si vous communiquez avec eux par téléphone ou il y a un formulaire pour demander de l'aide sur Internet à Service Québec, vous allez pouvoir être référé à un organisme comme celui pour lequel je travaille. Et lorsque vous êtes référé par un agent de Service Québec, les services sont gratuits. Peu importe la durée de la démarche, il n'y a pas 5 rencontres et c'est terminé. Donc, moi, je peux vraiment prendre le temps avec les gens que j'aide et c'est formidable. Et puis, la liste des organismes qui œuvrent en employabilité, elle est disponible sur le site Trouve ton X. On va également vous donner la référence. Alors, les 4 étapes du bilan de compétences. La première, c'est de faire son historique d'expérience professionnelle et de formation, mais c'est plus que le CV. C'est un CV 5 étoiles. On va vraiment dresser une liste exhaustive de toutes vos expériences de travail et les gros cours et les petits cours que vous avez faits. Ça va servir à documenter les 3 autres étapes du bilan de compétences. On va avoir besoin de cette liste-là pour voir quelles sont les compétences qui vous sont utiles. Et il y en a d'autres qui sont utiles juste dans votre vie personnelle, mais il y a ce qu'on appelle les compétences qui sont transférables et les connaissances que vous utilisez dans vos loisirs, mais des connaissances que vous pouvez transférer également en emploi. Chaque expérience que vous avez vécue en emploi ou en formation, c'est une corde à votre arc, c'est un outil dans votre coffre à outils. Et puis, il ne faut rien oublier, fait que la meilleure façon de procéder, c'est d'y aller à rebours. Avec mes clients, je recule jusqu'à leur adolescence et il y en a qui oublient, là, puis ils se rendent compte qu'ils ont commencé à travailler à 13 ans, puis ils pensent que c'est pas important, mais parfois, en faisant cet exercice-là, on retrouve des connaissances qu'on aimait utiliser puis qu'on n'a plus la chance d'utiliser, des compétences oubliées, puis surtout des intérêts
qu'on a mis de côté avec la vie de tous les jours. Donc, c'est très intéressant de faire cette historique-là. La deuxième étape du bilan de compétences, on va faire le tour de la triade des savoirs. Les savoirs, le savoir-être et les savoir-faire. Pour ce faire, on va utiliser des questionnaires qui sont validés, là, des questionnaires qu'on appelle psychométriques, entre autres la typologie de Holland, ce qu'on appelle le questionnaire IASEC, l'auto-évaluation des compétences, mais bref. Donc, ces questionnaires-là, c'est sûr que ça va vous demander du temps. En fait, c'est un petit peu comme des devoirs qu'on vous donne à faire. Ça vaut la peine de prendre le temps et de valider avec des personnes de votre entourage leur perception. Parce que peut-être que vous pensez que vous êtes bien bon dans quelque chose, mais le beau-frère va dire que tu es moins bon que tu penses. Donc, c'est important là, de valider les perceptions. Alors, la triade des 3 savoirs, on va commencer par vos savoir-faire. Ça, c'est vos compétences techniques, c'est ce en quoi vous êtes bon, vos capacités. Et en emploi, c'est lié à vos champs de compétences, c'est vos tâches que vous faites facilement. Dans notre emploi, il y a toujours une proportion de tâches qu'on fait un petit peu plus difficilement et pour lesquelles on a besoin de l'aide de nos collègues de travail, mais il y a des tâches avec lesquelles on est très autonome. Je vous donne des exemples. Vous êtes intervenante en santé mentale, bien, vous êtes facilement capable d'intervenir auprès d'une personne désorganisée et en crise. Si vous êtes un enseignant, vous avez des compétences en communication, des compétences en pédagogie, en didactique, on peut les détailler. Si vous êtes un superviseur, on peut détailler vos compétences pour encadrer une équipe et la superviser. On va regarder également dans vos savoir-faire, il y a vos réalisations autant professionnelles que personnelles. Si vous avez auto-construit une maison, bien, vous avez des compétences manuelles. Dans certains emplois, là, il y a des compétences auxquelles on ne pense pas qui pourraient être utiles. Par exemple, moi, j'ai déjà accompagné des clients en bénévolat, en horticulture, à 4 pattes dans un jardin. Donc, il faut parfois là, sortir du cadre et voir est-ce que j'ai ces compétences-là, moi, pour faire ça dans mon emploi. Dans la triade des savoirs, ensuite, il y a le savoir-être. Ça, c'est votre personnalité. C'est qui vous êtes de façon intrinsèque, c'est moins mesurable. Ce sont vos soft skills, vos traits personnels. Alors, par exemple, vous avez du leadership, vous êtes énergique, vous avez de la facilité à persuader les autres, vous êtes déterminé. D'autres qualités, ça pourrait être que vous êtes une personne empathique, attentive aux besoins des autres, qui a de la facilité à comprendre les émotions des gens. On va mettre ici en lumière vos forces. Elles peuvent être innées ou acquises. Pour terminer, on va faire le tour de vos savoirs. Ça, ce sont vos connaissances théoriques, vos acquis académiques que vous avez acquis au cégep, à l'université, ou des formations que vous avez faites en milieu de travail. Donc, par exemple, vous avez étudié les stades de développement de l'être humain ou vous avez appris l'espagnol dans un contexte de travail. Ça fait partie de vos connaissances. Dans cette même deuxième étape-là, on va faire le tour de vos intérêts. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous passionne, autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle? C'est important parce qu'on change au cours d'une vie et ce que vous aimiez à 22 ans, c'est bien différent à 40 ans. Donc, c'est important de faire le point maintenant. Qu'est-ce que vous aimez plus et qu'est-ce que vous aimez davantage? Pour terminer, on va regarder dans la troisième étape vos valeurs, ce qui vous tient à cœur, ce qui est le plus important pour vous et vos motivations. Pourquoi vous voulez travailler, pourquoi vous voulez faire les choses. Alexandre va l'aborder tantôt dans la troisième question, les valeurs et les motivations. La quatrième étape du bilan de compétences, c'est de faire un entonnoir. Parce que là, une fois que vous avez fait le tour de tout ça, vous avez mis tout ça sur la table, progressivement, vous allez éliminer des options, des tâches, des choses que vous ne voulez plus faire maintenant et vous allez cibler vos préférences. Puis, tranquillement, le choix va s'éclairer. L'entonnoir va se préciser de soi. Ça se fait un petit peu tout seul en discutant, en faisant des recherches. Et puis là, il y a des plans professionnels, plan 1, plan 2, plan 3, qui vont s'établir. Et là, vous allez, par la force des choses, vous rendre compte que vous avez peut-être des lacunes pour atteindre vos objectifs. Des points de vigilance, par exemple, dans vos savoirs. J'aimerais ça faire cet emploi-là, mais il me manque telle connaissance. Je ne l'ai pas de façon approfondie. Donc, il faudrait que j'aille me chercher une formation. Ou il me manque tel savoir-faire technique. Par exemple, Alexandre parlait tantôt d'utilisation de l'informatique. Il faudrait peut-être que j'aille me chercher une petite formation du soir pour être plus habile. Donc,
le bilan de compétences permet d'identifier les points de vigilance, puis on va voir comment les combler. Est-ce que c'est un stage? Est-ce que c'est d'interviewer un mentor, de faire une journée d'exploration, un bénévolat pour être plus habile là-dedans? Et peut-être, ça va être au niveau de vos savoir-être, vous allez peut-être cibler des comportements qui seraient à changer pour la suite des choses. Donc, le bilan est vraiment important. Puis, ça fait partie du bilan également quand on a ciblé qu'on avait un besoin d'une formation. On va regarder les formations qui pourraient répondre à vos besoins, la durée des études, le coût, les préalables, quelles institutions donnent ça. Donc, on fait de l'information scolaire à travers ça. Moi, je pense que le bilan de compétences, là, ça vous permet vraiment d'être mieux préparé à une recherche d'emploi, à une entrevue, parce que vous allez avoir à travers ça sorti tellement d'exemples qu'en entrevue, peu importe la question qu'on va vous poser, il va y avoir une idée qui va vous venir, soit dans vos savoirs, vos savoir-faire ou votre savoir-être. Donc, vous allez être plus crédible aux yeux des recruteurs, davantage capable de dire qui vous êtes, ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire. Mais je dis, ce n'est pas une recette magique, là. Ça demande une introspection, ça demande de prendre le temps, mais c'est un beau cadeau qu'on se fait de faire un bilan de compétences. Ben, écoute, merci, merci beaucoup, Farah, pour ces conseils. Écoute, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait que ça existait, je ne l'ai jamais fait, mais c'est quelque chose qu'on devrait appliquer beaucoup plus dans nos recherches d'emploi et tout au long de notre carrière, je pense, avec plein de ressources vraiment intéressantes et plusieurs gratuites, vous dites. Donc, on va évidemment encore, on l'a dit tantôt, on va vous partager toutes ces ressources après la conférence, mais des liens très utiles à consulter pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi. Je vais revenir à Alexandre pour parler de valeurs. Farah l'a effleuré un peu tantôt. On remarque de plus en plus, surtout auprès de la nouvelle génération, un intérêt marqué pour travailler auprès d'une entreprise qui partage nos valeurs. Et c'est un critère d'emploi qu'on voyait moins avant, mais qui affecte de plus en plus le marché du travail. Alors, j'aimerais qu'on regarde comment on peut se renseigner pour mieux connaître les entreprises pour lesquelles on applique, parce que ça ne semble pas toujours évident de savoir où se situe une entreprise en termes de développement durable ou d'environnement, par exemple. Tout à fait. De mon côté, écoute, Sylvain, je n'ai pas le choix de rebondir ce que Farah nous a partagé dans un premier temps, tellement important puis tellement pertinent. L'introspection, je retiens un de ces mots qu'elle nous a partagé tantôt parce que oui, on veut aller chercher, on va vouloir chercher justement de l'information sur la mission, les valeurs, l'orientation des organisations, puis tout ce qui est en quoi il croit, mais il faut en premier lieu bien se connaître, puis je pense que Farah l'a bien amené de ce côté-là. Moi, je vous dirais, je veux réitérer aussi l'aspect des tests psychométriques et autres là, que Farah pourra nous reparler, mais bien se connaître, ça c'est certain, puis souvent ça nous manque en entrevue, les gens veulent appliquer, connaissent les fonctions, mais se connaissent peu. Donc, avant de se lancer dans la recherche, moi, je trouve qu'il y a une étape juste avant là, que je voudrais vous parler, c'est correct de se lancer, puis on va se donner certaines façons d'aller chercher, trouver la bonne orientation des organisations. Puis moi, je vous suggère de faire un certain travail en amont en tant que chercheur d'emploi sur justement une liste cible qu'on aurait en tête. Donc, vous avez, suite à votre bilan de compétences certainement, puis votre introspection, trouvé des motivations, donc des organisations pour lesquelles vous dites, ah, moi, je me vois travailler là ou je me vois travailler dans tel secteur. Puis ça, de faire ce travail-là en préparation à cette recherche-là qu'on veut de sens puis de valeur est très important parce que déjà là, vous allez décortiquer une partie du marché. Donc, des fois, ça va être des entreprises publiques, des fois, ça va être des fondations, des OSBL, des fois, ça peut être même des écoles, donc au niveau de l'éducation des cégeps, des universités. Donc, faites-vous un petit peu une cible, donc une liste de cibles que vous avez en tête, puis déjà là, ça va orienter une première étape de votre recherche. Donc, on ne peut pas tout chercher, il faut prioriser. Puis la même chose quand vous allez parler aux recruteurs, vous allez parler à des collaborateurs, bien, ça va vous aider là, justement à orienter votre recherche. Pour répondre directement à la question par la suite, donc comment qu'on fait pour trouver cette information-là? Moi, je vous l'ai décortiqué en différents
différents points, si on veut. Donc, à travers votre liste, il peut se retrouver des entreprises qu'on appelle des entreprises publiques, donc des entreprises qui sont cotées à la bourse, souvent des grandes organisations. Ces gens-là sont très transparents dans les valeurs qu'ils ont, donc à travers le site, donc des sites qu'on appelle corporatifs. Si vous allez sur les différents sites, vous avez toujours un site qui est dédié à l'organisation. De ce côté-là, maintenant, ces gens-là se dotent de codes d'éthique littéralement pour les administrateurs. Donc, la haute direction doit vivre ces valeurs-là, doivent les incarner, puis il y a un code de conduite également qui se trouve. Toutes les entreprises publiques détiennent ce type d'informations-là. Il faut que vous sachiez que pour les entreprises, les plus grandes entreprises pour lesquelles on parle, c'est sûr que je ne vous cacherai pas qu'il y a une notion de grande entreprise, donc des postes qui sont un petit peu plus ciblés, qui recherchent moins de polyvalence, qui recherchent du rendement également. Donc, c'est un environnement très performant si on veut. Après ça, il y a des entreprises privées. Donc, comment on fait? Donc, au niveau entreprises privées, encore une fois, sur leur site Internet, mais eux, ils n'ont pas nécessairement la nécessité de publier beaucoup d'informations. Donc, il faut faire une recherche un peu plus approfondie sur mission, valeur et message, des fois, qui est véhiculé par le président. Donc, la haute direction va envoyer le message. Puis ça, c'est intéressant que vous puissiez en prendre connaissance parce que vous allez voir un peu l'orientation qui se donne, ce qui priorise. Est-ce que cette organisation-là fait également des dons? Est-ce qu'elle s'implique dans sa communauté? Ça donne un grand signal. Des fois, vous pouvez même faire une veille. Vous pouvez vous programmer des propres veilles sur les différentes organisations pour lesquelles vous voudriez travailler, puis vous répertorier ce type d'informations-là également. Je vous amène sur une autre piste, les entreprises familiales. Vous savez, au niveau du marché, les entreprises familiales au Québec composent 80% de notre économie. Donc, c'est assez impressionnant. C'est des entreprises qui incarnent les valeurs souvent familiales, des entreprises que vous allez pouvoir voir qui sont fiers de s'afficher familiales, qui eux aussi s'impliquent beaucoup dans leur communauté, puis dans lequel vous pouvez retrouver un sentiment d'appartenance peut-être un petit peu plus fort à l'occasion même. Après ça, il y a l'aspect OSBL, donc philanthropie, des fondations, évidemment, super intéressant pour avoir un impact dans le milieu qui amène une grande polyvalence. Souvent, il y a moins de postes dans les organisations, donc vous avez la chance de vous développer puis d'étendre vos connaissances, vos compétences. Puis également le milieu de l'éducation qui est fort intéressant. Tout ça, évidemment, bon, c'est de la recherche. C'est de la recherche, c'est de l'attention, donc c'est du temps que vous allez vouloir investir dans votre processus. Ça se fait selon vos capacités. Vous pouvez avoir certaines sources d'informations qui sont pertinentes, donc toutes les grappes professionnelles qui donnent de l'information sur le secteur, sur le marché, les défis, puis l'orientation des organisations. Puis vous avez évidemment tous les médias sociaux. Mais la clé dans tout ça, dans toute cette recherche-là, c'est encore une fois votre capacité à entrer en contact avec les gens qui travaillent dans les organisations. Je vous dirais, il n'y a pas de secret parce que vous allez aller voir valider en amont les messages, vous allez aller voir leur investissement dans le public, donc les dons qu'ils font, mais rien de mieux que se donner la chance de parler avec quelqu'un qui fait partie de l'organisation, qui ferait partie éventuellement même de votre équipe de travail, puis dire, ah, ben là, je connais personne, mais c'est pas vrai. Tantôt, on se parlait du fameux profil LinkedIn, de l'importance de bien l'étoffer, de développer votre réseau en amont. Parce que quand on est à la recherche d'un emploi, on vient proactif, mais votre réseau, tout au long de votre carrière, vous allez devoir le cultiver, vous allez devoir l'agrandir, le maintenir. Puis ça, c'est votre meilleure source d'information. Donc, moi, je dirais, même si vous ne connaissez pas les gens, vous avez les outils de recherche à travers les différents médias sociaux, vous pouvez aller cibler des individus selon les critères que vous êtes donnés, selon votre métier, selon les organisations. Puis moi, je vous dirais là, de provoquer ce contact-là, de demander une demande de connexion, de dire, regardez, moi, je suis à la recherche, je veux aller chercher ce type d'emploi-là dans une organisation qui a telle valeur, ou je veux vous parler quelques instants parce que je m'intéresse à votre parcours ou à l'organisation pour laquelle vous travaillez. Moi, je trouve que les gens sont parfois un peu plus, peut-être, se limitent ou appréhendent des réponses négatives. Mais c'est le temps d'être proactif dans votre démarche, c'est le temps de montrer de l'intérêt. Puis moi, je vais vous dire, là, vous allez être surpris du retour que vous allez avoir. Parce que les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on le pense, sont beaucoup plus intéressés à partager leur expérience, ce qu'ils vivent dans leur organisation. Puis vous allez avoir l'état des choses. Je rencontrais des gens, puis l'aspect réseau, des postes pour des chercheurs d'emploi, ça s'adresse à tout le monde. L'importance de ce côté-là est
est primordial. Puis vous allez le voir au fur et à mesure. Puis des fois, les gens ont une idée. Donc, vous allez lire des choses, parfait. Ça, c'est la première couche, la première partie de la réponse que je donnais à Sylvain. Je pense que c'est un travail important parce que vous allez vous imprégner du milieu, mais la vraie identité de l'organisation passe par les gens qui la composent. Puis, si vous êtes capable d'aller chercher cette brèche-là, vous allez voir si ça vous ressemble. Vous allez voir si vous êtes capable d'intégrer ce type d'organisation-là. Donc, moi, je vous encourage à le faire, puis je vous encourage à prendre ce risque-là. Je pense que c'est un beau risque. Le risque de se faire dire non, peut-être, mais le grand risque de se faire dire oui, hein, avec plaisir. Provoquons un appel, provoquons une rencontre Teams. Maintenant que vous allez être des spécialistes des plateformes ou éventuellement un café même, parce que maintenant, ça existe encore, là, cette forme de contact-là. Donc, moi, Sylvain, ce serait mes premiers conseils là, pour répondre à ta question. Merci beaucoup, Alexandre. Écoute, tu comprends qu'on fait nos recherches finalement, hein, on se renseigne, mais comme tu dis, on fait aller notre réseau de contacts pour aller rencontrer des gens qui sont au cœur de l'organisation, qui pourraient nous donner un maximum d'informations sur l'environnement dans l'entreprise. Et au final, l'employeur nous choisit, mais on choisit l'employeur aussi. Hein, on se choisit mutuellement dans une recherche d'emploi. Écoute, on a parlé plutôt de bilan de compétences. On vient de parler de mieux comment faire pour bien connaître une entreprise, mieux cerner les valeurs de l'entreprise. J'aimerais qu'on parle des critères d'emploi qui peuvent varier d'une personne à l'autre, hein, comme chaque individu est différent, tout le monde a ses critères d'emploi qui sont différents, et des types de carrières que l'on devrait privilégier selon nos critères, parce que ce ne sont pas tous les secteurs, en fait, qui offrent les mêmes avantages ou les mêmes conditions de travail. Donc, je vais lancer la question à Farah. Oui, c'est très important de définir nos critères avant toute démarche, sinon ce serait comme acheter une maison sans l'avoir visitée, ça n'aurait aucun sens. Mais la réalité que je vois au quotidien, c'est que les chercheurs d'emploi se lancent sur des sites comme Indeed, Workopolis, etc., à la recherche de l'emploi souhaité sans s'être vraiment arrêtés sur ce qu'ils veulent. Ils regardent les emplois, ils regardent les affichages, puis là, ils accrochent sur un détail, une tâche, le salaire, très souvent, et il postule. Mais l'employeur, lui, il a fait l'exercice d'identifier des critères très précis sur la personne qu'il recherche. Le résultat, si vous avez postulé parce que vous avez besoin d'un emploi rapidement, mais que vous n'avez pas identifié vos critères, il se peut fort probablement que vous soyez appelé en entrevue parce que vous avez un bon CV, mais l'employeur va se rendre compte très rapidement que vous n'avez pas fait vos devoirs. Ça va prendre 2-3 questions et puis votre candidature va être rejetée. Donc, le résultat, c'est une grande perte de temps pour tout le monde, puis vous pouvez vous brûler rapidement. Des fois, c'est un petit milieu quand on cible un type d'emploi. Perdre son temps aussi en recherche d'emploi, pour le chercheur d'emploi, là, rapidement, ça détruit la confiance, ça enlève de l'énergie et vraiment, là, rapidement, ça baisse la capacité à continuer les démarches. Vous n'avez pas le temps ni l'énergie de perdre cet impact-là, puis vous n'avez surtout pas 2 occasions de faire une bonne première impression. Donc, établissez vos critères, je vais en parler un petit peu, parce que vous cherchez plus qu'un emploi. Vous cherchez des conditions de travail. Puis là, on y va dans le concret. Là. Tantôt, j'ai parlé de qui vous êtes. Mais là, de quoi vous avez besoin, c'est vraiment différent. Puis qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est quoi vos attentes salariales? Et puis, des choses aussi concrètes que est-ce que vous voulez un fonds de pension? Est-ce qu'il y en a un dans cette organisation-là? Quel horaire vous souhaitez? C'est quoi le maximum de transport que vous êtes capable d'effectuer? Parce que là, on parle de virtuel, là, mais il y a un paquet d'emplois qui ne peuvent pas se faire en virtuel. Le télétravail, justement, là, est-ce que c'est essentiel pour vous pour la suite des choses après le COVID? Voulez-vous un mode hybride? C'est important de se poser la question, est-ce que c'est réaliste dans l'emploi que vous ciblez? Les responsabilités que vous voulez avoir absolument, les tâches que vous voulez faire, quelle clientèle vous voulez cibler, à qui vous voulez parler au quotidien. C'est vraiment important de vous poser ces questions-là. Et par rapport à votre réalité personnelle, est-ce que vous avez une famille avec des jeunes enfants? Est-ce que vous êtes aidant naturel? Votre condition physique, votre état de santé, c'est important. Par exemple, si vous avez des problèmes aux genoux, c'est important de regarder s'il va y avoir des escaliers dans l'emploi. Ça a l'air très, très, très de base, mais il y a beaucoup de gens qui perdent du temps à faire des démarches dans des choses qui ne fonctionnent pas avec leur réalité.
Pour établir vos demandes salariales, il faut regarder votre budget. C'est important. Puis, il y a des organismes qui peuvent vous aider pour ça. Et puis, moi, je vous pose la question, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Parce que j'ai des clients, ils ont beaucoup d'ambition, mais ils postulent à des endroits où ça va plafonner, puis c'est pas possible de bouger. C'est important de se poser cette question-là avant de faire la démarche de recherche d'emploi. Donc, déterminez vos besoins. Après avoir déterminé qui vous êtes, puis, comme Alexandre a dit, là, vos valeurs. Je vais vous donner un exemple. Si vous changez de carrière et puis c'est tout nouveau pour vous, là, vous êtes fraîchement diplômé ou c'est une réorientation, et là, c'est en mode télétravail. Bien, vous n'aurez pas vos collègues à côté de vous là, pour répondre à vos questions à mesure dans la journée. Vous êtes vraiment laissé à vous-même. Donc, le télétravail dans un nouvel emploi, ça prend quelqu'un qui est très autonome. Donc, peut-être que si vous êtes nouveau dans ces tâches-là, ce serait mieux de viser un emploi qui va être en mode hybride ou en mode présence parce que le télétravail, ça ne sera peut-être pas gage d'une intégration réussie. C'est un enjeu là, actuellement. Une fois que vous avez identifié vos critères personnels, il faut explorer tous les milieux qui seraient possibles pour cet emploi-là. Parce que pour le job que vous voulez, il y a une kyrielle d'environnement possible, puis souvent, les gens, ils l'oublient. Donc, Alexandre en a parlé un petit peu tantôt. Est-ce que vous aimeriez travailler dans une entreprise familiale, une petite équipe où l'ambiance est conviviale, ou vous voulez quelque chose de beaucoup plus formel et vous avez besoin d'un cadre structuré et peut-être un petit peu de vous perdre dans la masse? Est-ce que vous avez besoin de travailler dans un milieu syndiqué, par exemple? Je l'entends souvent, cette demande-là. Est-ce que vous préférez une entreprise privée qui est très compétitive, qui va vous pousser? Souhaiteriez-vous travailler dans un environnement communautaire ou paragouvernemental? Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? C'est important de faire vos recherches parce qu'il y a une distinction entre le milieu communautaire et le milieu paragouvernemental. Les budgets sont différents, donc les salaires. Est-ce que vous souhaiteriez travailler dans le milieu municipal ou gouvernemental, ce qu'on appelle la fonction publique, là, travailler pour Service Canada, Service Québec? Donc, ça implique aussi là, au niveau de votre géographie, est-ce que c'est possible de faire ça? Il y a le milieu scolaire, le milieu de la santé, évidemment, les institutions financières, le milieu carcéral, le commerce de détail, le milieu manufacturier. Le même emploi administratif, là, il est possible partout. Donc, il faut que vous fassiez un tri avant de vous lancer parce que sinon, c'est comme un peu, on va dire une poule pas de tête. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous donner un exemple vraiment typique, là. Une personne qui aurait un DEC en éducation spécialisée et une formation universitaire dans un domaine social, là, un baccalauréat en travail social ou en psychologie ou un certificat en intervention. Cette personne-là, elle peut être éducatrice spécialisée dans une école primaire ou secondaire. Elle peut être éducatrice spécialisée à la DPJ. Elle peut être intervenante socio-professionnelle dans un organisme communautaire et elle peut être accompagnatrice pour des itinérants. Donc, c'est sûr qu'elle peut travailler avec des clientèles très, très, très variées. Puis dans tous les milieux que je viens de nommer, là, son salaire peut varier entre 16 de l'heure et 30 de l'heure pour quelqu'un qui a un diplôme universitaire. Donc, c'est vraiment important de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire avec mon bagage, là? Bien, pour cette personne-là, peut-être que si elle a des jeunes enfants, elle va tout bonnement choisir un emploi dans le milieu scolaire pour avoir le même horaire que ses enfants et parce que sa priorité à elle, son besoin, ce serait avant tout la conciliation travail-famille. Donc, c'est vraiment ça qui est important. C'est quoi votre besoin le plus grand pour choisir le bon milieu de travail? Alexandre l'a dit, là, puis ça devient la blague ces temps-ci, il faut faire vos recherches parce que sinon, vous allez avoir des attentes irréalistes. Je remarque souvent, il y a une inadéquation entre ce que les candidats, les chercheurs d'emploi demandent, leurs attentes, puis ce qui est offert sur le marché du travail. Ça ne coïncide pas. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que vous alliez analyser les vraies offres d'emploi avant de postuler, de regarder c'est quoi que le marché offre pour ce que moi j'ai à offrir puis pour ce que je veux. On va vous donner en référence le site Québec Emploi. C'est sûr que vous pouvez aller voir sur Indeed, Workopolis et tout ça. Mais moi, je vous conseille d'aller voir le site Québec Emploi. C'est un site qui est gratuit pour les employeurs. Pour un employeur, afficher des postes sur Indeed, là, ça coûte très cher. Donc, ce n'est pas tous les employeurs qui vont... Ce n'est pas celui-là. Ça va être à la fin, je m'excuse.
un employeur, une petite entreprise familiale, là, elle ne paiera pas 2 000 $ pour afficher son poste sur Job Illico. Mais le site Québec Emploi, lui, il est gratuit. Donc, n'importe quel employeur peut afficher un emploi sur le site Québec Emploi qu'on va vous donner en référence. Donc, vous pouvez aller voir là, dans toutes les régions du Québec, c'est en temps réel, les affichages de postes qui sont très détaillés. Donc, allez regarder les exigences des employeurs, les formations qui sont demandées, les salaires qui sont offerts. C'est vraiment important de faire ça avant de postuler pour ajuster votre discours, votre lettre de présentation. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis à Joliette. Il peut y avoir là, pour le même emploi là, une variation de 15 $ de l'heure. Je ferais le même emploi, moi, à Montréal, je gagnerais 10 $ de l'heure de plus. Alors là, c'est des choix. On se pose des questions. Est-ce que je préfère travailler près de chez moi et avoir moins de route à faire, puis j'ai peut-être une maison qui coûte moins cher et un niveau de vie différent, un loyer moins cher, ou je vais déménager pour avoir une augmentation de salaire, ou je connais beaucoup de gens qui sont prêts à faire 1h30 de route matin et soir pour avoir ce salaire-là qui est supérieur. Donc, c'est important de regarder le marché. Il y a des gens qui déménagent en campagne, là, et puis là, ils sont étonnés de voir nos salaires là, dès qu'on sort de la couronne de Montréal. Mais c'est ça la réalité. Je sens qu'ils n'ont pas regardé avant de déménager. Je vais prendre une catégorie, là, la grande catégorie du travail de bureau et administratif. Ça, c'est très, très attrayant, mais c'est un gros fourre-tout. Et il y a énormément de compétition dans le travail administratif. Il y a un grand bassin de candidats avec les compétences qui sont requises. Mais pour obtenir l'emploi souhaité, là, dans le domaine administratif, comme il y a une grosse banque de candidats, il faut se démarquer. Alors, c'est là que la formation continue, ça devient un atout pour que tu aies une plus-value à offrir à l'employeur. Parce que le CV de base en administration, là, il y a un paquet de monde qui l'ont, là. Donc, ça va être ta personnalité qui va faire que tu vas être choisi et la corde de plus que tu as ajoutée à ton arc. Donc, il ne suffit pas d'aimer les tâches administratives pour travailler dans le domaine. Je vais donner un autre exemple qui nécessite de faire des recherches dans le grand domaine du travail social. On inclut là-dedans les garderies, les écoles et puis le domaine hospitalier. On aide les gens. Bien là, des fois, j'entends parler de télétravail. C'est parce que la plupart du temps, la clientèle, elle est vulnérable et on doit l'aider en personne. Donc, à tout le moins, le travail va être hybride. Sinon à 100% présence, même actuellement. Donc, c'est une réalité qu'il faut réaliser. Sinon, bien, il faudra changer la clientèle que vous voulez aider. Dans le domaine social, là, la clientèle, c'est tout le monde. Enfants, adultes, personnes aînées, hommes, femmes, des personnes avec une problématique particulière, la toxicomanie, la santé mentale, des handicaps physiques, des limitations intellectuelles. Les clientèles, c'est aussi varié que toutes les catégories qu'on pourrait faire des gens, là, les personnes issues d'immigration, les Premières Nations, les victimes d'actes criminels. Il faut se demander, c'est quoi, moi, mes vulnérabilités? Puis, je ne veux pas toucher à ça parce que ça va être trop dur au quotidien d'entendre ces histoires-là. Et c'est où que je suis solide puis que j'ai les compétences et les connaissances pour intervenir. Donc, cibler la clientèle pour ensuite faire une liste, par exemple, des organismes communautaires qui viennent en aide à cette clientèle-là, par exemple, les personnes immigrantes. Donc, c'est important de voir qui je veux aider avant et avec qui je serais capable d'intervenir. Fait qu'il y a plusieurs questions à se poser et c'est là que je vous invite à regarder la page métiers et professions qui est sur le site de Service Québec. On va regarder juste 2-3 pages de ce site. Donc, sur le site de Service Québec, vous cliquez sur le lien métiers et professions qu'on va mettre en rouge. Ça va vous amener à une autre page. Là, à gauche, vous pouvez mettre n'importe quel mot-clé, administration, là, j'ai mis chargé et ça me donne comme suggestion chargé de cours, ça pourrait être chargé de projet. Ils vont vous sortir, là, il est vraiment très, très, très complet, le site. Par la suite, si je clique à droite sur chargé de cours, l'autre, ça va nous amener à une page où là, vous allez avoir là, une foule d'informations, les salaires là, actuellement, les exigences, les types de personnalités qui sont vraiment compétents dans ce métier-là, les perspectives d'avenir. Si on clique sur la page suivante, dans l'onglet Perspectives d'avenir, on peut même comparer la région de Montréal
les perspectives d'avenir avec votre région, Mauricie, Abitibi-Témiscamingue. Là, moi, j'ai mis la Naudière. Donc, moi, je peux voir, puis on peut voir même là, que, mettons, à Montréal, il y a 1400 postes là-dedans, puis dans la Naudière, il y en a seulement 400. Donc, c'est très, très intéressant et c'est actualisé. Fait que je vous invite vraiment à aller vous amuser là-dessus. Donc, c'est ça. C'est mon running gag. Là. Faites vos recherches. Merci beaucoup, Farah. Ben, j'étais pour le dire, hein, au final, il faut faire nos recherches. Mais écoute, ce que je retiens, c'est que pour un même emploi, dans différents secteurs, dans différentes régions, ça peut changer beaucoup, ça peut varier. Et donc, c'est important de vraiment cerner l'emploi, mais le milieu, l'environnement, l'entreprise qui correspond à ce qu'on recherche. Alors, c'est beaucoup plus complexe quand on creuse, beaucoup plus complexe qu'on pense, les critères d'emploi. Donc, c'est important de, bon, faisons nos recherches, mais des outils très intéressants que vous nous partagez, qu'on va mettre dans le clavardage, mais encore là, on vous les envoie en fin de conférence par courriel. Donc, vous allez avoir tous ces liens-là que vous allez pouvoir consulter après la conférence de ce soir. J'aimerais, en terminant, qu'on aborde la question de la formation continue. Beaucoup de travailleurs en ce moment, là, par choix ou malgré eux, ont décidé de retourner sur les bancs d'école pour se perfectionner ou pour se réorienter. Donc, j'aimerais qu'on regarde comment faire, mais surtout par où commencer lorsqu'on magasine, entre guillemets, une nouvelle formation. Parce qu'on va se le dire, l'offre est très grande. Donc, peut-être une discussion qu'on peut avoir à deux. Je vais commencer avec Alexandre pour avoir son point de vue là-dessus. Mhm. Oui, question intéressante. Puis c'est vrai que l'offre est immense, puis tellement de possibilités. Moi-même, donc pour partager mon histoire, j'avais complété mon bac en relations industrielles, ressources humaines, puis j'évoluais dans le marché. Je commençais à prendre une direction que je voulais au niveau ressources humaines, recrutement, puis le milieu des OSBL m'intéressait beaucoup, l'implication, la philanthropie. Puis je voulais justement évoluer dans le milieu puis devenir un acteur crédible de ce côté-là. Fait que moi, c'est venu comme ça. Puis c'est venu comme ça en se disant, wow, qu'est-ce qui me manque là pour que je me sente confortable dans mon nouveau rôle, dans mes nouvelles fonctions. Puis je m'étais fait un devoir de me dire, wow, j'étais allé chercher quelques descriptions, j'étais allé voir qu'est-ce qui se passait dans le marché, les compétences qui étaient nécessaires parce que j'avais pas mis le doigt dessus. En fait, la formation au certificat en gestion philanthropique offert par l'Université de Montréal n'était pas encore en branle. Puis à la fin de mon bilan, où je suis allé voir justement qu'est-ce que le marché demandait, j'ai fait le tour des descriptions de tâches, j'ai identifié les compétences. Pour ça, le bilan de compétences, encore une fois, de Farah nous mentionnait tantôt, est super important. Il me disait, wow, ben j'ai telle compétence est nécessaire pour évoluer dans ce créneau-là, puis je savais bien que je les avais pas. Donc déjà là, j'avais un panier de compétences que je voulais développer. Moi, je reviens avec mon fameux réseau. Là, j'ai dit, je vais parler à des gens qui sont dans le milieu. Fait que ces gens-là j'ai pris contact. Je connaissais pas grand monde à cette époque-là. Pris contact. Eux m'ont aiguillé sur qu'est-ce que tu devrais développer. Tu sais, ça serait quoi les éléments? Fait que là, ça m'a rajouté un autre élément. Fait que là, je me disais, bon, il y a des éléments de gestion, j'ai différentes compétences, je dois aller chercher. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mes recherches. Donc, j'ai commencé des recherches sur certains programmes au HEC en gestion. Là, après ça, je suis tombé sur des gens à l'Université de Montréal qui j'ai appelé au registrariat en toute transparence pour voir bon, qu'est-ce qui se faisait, tout ça. Puis ils me disaient, il y a un nouveau certificat qui se lance, ça va pouvoir développer tels éléments. Puis là, ça cochait justement les compétences que j'avais besoin à ce moment-là pour diriger un petit peu la recherche. Donc, moi, c'est un petit peu ça le travail d'évolution que pour au moins diriger ma recherche, la concentrer. Je voyais ce que le marché avait besoin, où je voulais m'en aller. La question de Farah, tantôt qu'elle mentionnait, où vous voyez dans 5 ans, moi, je trouve que c'est une question, wow, quelle belle question pour savoir où j'en suis en ce moment dans ma vie. C'est un bilan complet, hein, c'est pas juste du professionnel, c'est mes personnels, puis où je veux aller. Puis là, à ce moment-là, ben, on voit des fois là, juste quel chemin qu'on devrait emprunter pour s'y rendre justement à notre fameux objectif, puis aller chercher les compétences qu'on a besoin. Donc, puis ben, là, je ne vous le cacherai pas, évidemment, je suis diplômé de l'Université de Montréal puis du développement, mais j'y crois tellement au développement. Le marché va tellement rapidement, ça se développe tellement rapidement que juste d'y s'y intéresser puis de vouloir
aller chercher d'autres formations, puis d'autres aptitudes et autres, là, tellement important pour le marché du travail. Donc, moi, c'est mes petits cues. C'est comme ça que je me suis dirigé à travers tout ça pour démêler justement le panier là, d'offres qui se donnent, d'avoir quelque chose qui me ressemble avec des compétences que je veux développer, puis qui appuyer sur la réalité du marché puis de ce que je veux devenir. Merci beaucoup, Alexandre. C'est intéressant ce que tu dis de sonder un peu notre entourage pour aller voir les gens. En fait, notre entourage nous connaît bien généralement, nos amis, des collègues, familles, et peuvent nous aiguiller un peu pour savoir où on est fort et où on pourrait peut-être s'améliorer, où on pourrait chercher une formation complémentaire à ce qu'on maîtrise déjà. Donc ça, c'est intéressant. Je relance la même question pour Farah. Personnellement, au niveau de la formation continue, on fait comment? On cherche où? Comment on opère? Bien, quand on s'est posé la question sur les compétences qui nous manquent, ce qui nous intéresse, puis ce qu'on veut aller chercher, là, c'est vraiment, ça se fait tout seul le choix parce que là, on va chercher quelle institution offre les formations. Par exemple, en philanthropie, il n'y en a pas 12 au Québec. Donc, à un moment donné, là, l'entonnoir se fait automatiquement. Moi, après, dans ma réorientation de carrière, je voulais quitter une carrière en enseignement, puis je voulais être dans le domaine de l'intervention sociale. Mais il y a certaines universités, il y a certains cégeps qui n'ont aucune offre là-dedans. Ils sont plus concentrés en santé ou en administration. Donc, il y a des institutions qui vont s'éliminer. Et puis, si le choix de cours que vous voulez faire, il est juste à l'apocatière, vous allez peut-être l'éliminer puis dire, OK, je vais aller me chercher une expérience avec un stage ou un bénévolat parce que je n'ai pas les moyens de faire cette formation-là. Donc, ça se fait un petit peu tout seul. Et puis, parfois, on va y aller avec intérêt. Moi, j'avais un coup de cœur pour mon alma mater. Donc, en premier, j'ai juste regardé l'offre de cours à la formation continue à l'Université de Montréal. Puis là, je lisais les cours. Je me disais, oui, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc, moi, c'est vraiment avec mes intérêts que je suis allée à la formation continue. Mais vraiment, là, ça se fait un petit peu tout seul. Ça peut être une réalité. Si vous êtes en emploi puis vous dites, moi, je vais faire mes cours le soir, fin de semaine, il n'y a pas tant d'offres que ça, soir, fin de semaine. Donc, il va y avoir un paquet de possibilités qui vont s'éliminer. Si vous voulez faire ça à temps partiel ou 100% en virtuel, bien là, il y a des formations qui sont à 100% en présence, donc peut-être que ce ne sera pas possible pour vous. Fait que ça se fait tout seul, le choix, quand vous avez identifié ce que vous avez besoin et puis vos intérêts. Puis, je pense qu'il faut regarder, là, faut faire l'exercice d'ouvrir, là, regarder au collégial, les attestations d'études collégiales, là, on n'a pas besoin de refaire son DEC. Il y a des attestations d'études collégiales, il y en a des très courtes de 300-400 heures. À l'université, maintenant, il y a tellement de panoplie de programmes courts si on a peu de temps, puis on va aller chercher un outil rapidement. Donc, faire le tour de ces choses-là. Et puis, il y a d'autres outils qu'il faut regarder. Par exemple, pendant la pandémie, le gouvernement du Québec a sorti un programme de requalification parce qu'il y a une pénurie incroyable dans les technologies de l'information. Donc, ils ont besoin de former des gens. Là, on a vu, Je contribue, ils voulaient former des préposés aux bénéficiaires, mais il faut former des gens en informatique. Alors, il y a un programme où si vous êtes sans emploi, on va vous payer 650 $ par semaine pour faire une formation universitaire en informatique. Donc, une fois si quelqu'un a un intérêt en informatique, là, c'est des belles opportunités. Puis, il y a des nouvelles offres de cours. La formation continue, ce n'est pas juste pour une réorientation de carrière. J'ai vu que le Cégep Marie-Victorin offre un cours préparation à la retraite. Donc, ça peut être aussi pour un projet de retraite là, de regarder toute cette belle offre-là. Moi, je trouve que c'est formidable. Puis, ça peut changer une vie. Bien, merci beaucoup. Écoute, on pourrait, je pense, continuer à en parler pendant longtemps, mais on va prendre quelques questions des participants du public qui nous ont été envoyés depuis le début. Donc, j'aimerais commencer avec une première question pour Farah. On va continuer comme ça. Comment établir correctement le salaire désiré? Est-ce qu'il existe des ressources pour nous aider à établir un salaire qui correspond à nos compétences? La réalité, le salaire désiré, ce ne sera peut-être pas ça. Il faut faire avec le salaire qui est offert. Puis, parce que votre valeur, là, c'est facile de dire, moi, je vaux 40 $ de l'heure, mais il faut regarder le marché en premier. Donc, c'est vraiment la base là, de regarder ce qui est offert dans votre domaine par rapport à votre niveau de compétence.
c'est facile d'avoir cette information-là dans des rapports d'activité d'organismes, par exemple, des rapports annuels. La plupart de ces informations-là sont publiques. S'il y a une convention collective, c'est une entreprise syndiquée, vous allez avoir les échelons et vous ne pouvez pas sortir de ça. Donc, le salaire désiré, moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Et souvent, j'ai des candidats qui se brûlent avec ça parce que les institutions scolaires vont... je ne veux pas blâmer les institutions scolaires, mais souvent, on va induire là, des grandes attentes de la part, je ne sais pas si Alexandre est d'accord avec moi, là, mais des grandes attentes de la part des diplômés, puis c'est un petit peu déconnecté de la réalité. Donc, je pense qu'il faut regarder la réalité et puis être un petit peu humble là-dedans. Là. Excellent. Ben, merci beaucoup pour cette réponse. On va poursuivre avec une deuxième question du public. Une question pour Alexandre, parce qu'on l'a abordé plus tôt, je pense, en premier point de discussion. On a parlé beaucoup de LinkedIn et on a quelqu'un qui nous demande est-ce qu'il y a des. Attendez, est-ce qu'il existe en fait une mini-formation ou des outils pour nous aider à maîtriser les fonctions avancées sur LinkedIn? Super bonne question. Effectivement, LinkedIn même offre ce type de formation-là, donc tout dépendant de ce que vous désirez, puis jusqu'où vous voulez aller. Donc, il y a cette première-là. Il y a des formateurs maintenant LinkedIn qui sont au Québec, qui vous pouvez suivre. Je vais essayer de vous trouver la bonne information, puis peut-être une ou deux références, là, Sylvain, qu'on pourrait se partager suite à l'entretien, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment creusé le modèle, puis qui l'offrent maintenant, effectivement. Peut-être Farah même, peut-être certaines suggestions, mais ça existe effectivement. C'est plus personnalisé. Il faudrait voir. Je ne connais pas les coûts, en fait. Parfait. Okay. Mais il y a des outils qui existent. On peut. Tout à fait. Surtout en ce moment, on en a parlé plus tôt, il faut vraiment développer notre profil au maximum pour aller chercher tout ce que peut nous offrir LinkedIn en mode virtuel. C'est un atout indispensable pour recruter, pour faire du démarchage. Pour bien se projeter. Donc, il y a des blocs de LinkedIn là, quand on voit au niveau implication, qu'on voit compétences, l'expérience, les langues. Puis souvent, les gens vont juste mettre certaines expériences en emploi. Puis, il y a vraiment l'aspect référencement aussi. Si vous pouvez avoir des références de votre réseau qui vont écrire pour vous. Donc, dire, j'ai connu dans tel contexte, ça s'est très bien passé. Les employeurs valorisent tout à ce moment-ci. Hein, donc, c'est très, très important. Parfait. Excellent. Ben, merci beaucoup. On va poursuivre. J'ai une nouvelle question pour Farah. Quelqu'un nous demande, j'hésite entre devenir entrepreneur ou travailler au sein d'un organisme à but non lucratif. Est-ce que je peux rencontrer un orienteur? Est-ce la solution pour m'aider dans ma réflexion? Oui, bien souvent, les orienteurs au privé pourraient vous aider. Un conseiller d'orientation privé pourrait vous aider dans cette démarche-là. Dans un organisme comme le mien, les conseillers d'orientation ont un maximum de 4-5 rencontres. Donc, ce serait davantage le bilan de compétences dans un organisme comme le mien qui pourrait vous aider vraiment à faire la part des choses entre les deux, la balance décisionnelle, où est-ce qu'il y a plus de pour, où est-ce qu'il y a plus de contre. C'est sûr que vous pouvez aller au privé, là, consulter un conseiller d'orientation, parce que dans le fond, le bilan de compétences, là, les deux professionnels peuvent vous aider là-dedans, mais la démarche d'orientation en tant que telle, elle est plus pour quelqu'un qui veut retourner aux études. Donc, moi, je conseillerais vraiment de faire un bilan de compétences pour trancher. Excellent. Parce Merci. que c'est quand même très différent là, de devenir orienteur et œuvrer dans un organisme. On est dans deux sphères quand même. Oui. Excellent. OK. Ben, merci beaucoup pour la réponse. J'espère que ça va aider la personne qui a posé la question. Une question pour Alexandre. On nous demande, est-ce qu'il y a des sites, des articles ou des médias qui existent au sujet d'organisations qui ont déjà des politiques permanentes de télétravail? Super intéressant. Des politiques, donc, si je comprends bien la question, Sylvain, qu'on peut utiliser, donc des politiques qui seraient publiques là, pour comprendre le télétravail. Exactement. Ouais. C'est ça, moi, je suis membre l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Je sais que l'Ordre en développe, il faudrait voir est-ce qu'ils sont publics ou partagés. Ça, c'est ça, c'est une bonne référence. Puis, ça peut être un plan intéressant. Le site qu'on se parlait tantôt du Conseil du patronat,
je ne suis pas certain qu'il y a la politique en tant que telle, mais il y a des guides, donc des guides sur des éléments clés là, qui doivent être inclus ou qui sont considérés par les différents employeurs. C'est ce qui me vient en tête là, pour le moment, Sylvain. Excellent, parfait. OK. Mais on prend des informations. On espère que ça va aider sûrement. Peut-être que ça va venir éventuellement un peu plus. Hein. Je pense que les politiques de télétravail vont s'afficher peut-être graduellement. Là. C'est quand même quelque chose qui est encore nouveau sur le marché du travail. Donc, on s'attend peut-être à un retour là, tranquillement là, de ces politiques-là qui vont être diffusées. Une question pour Farah, une nouvelle. À quelle fréquence est-ce utile de faire un bilan de compétences? On en a parlé beaucoup plus tôt, mais est-ce qu'on fait ça quand on est en recherche d'emploi? Est-ce qu'on fait ça en milieu de carrière? Dans quel contexte, à quelle fréquence on doit faire un bilan? C'est quand on sent qu'il y a un changement dans notre vie. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui change de palier d'études, c'est un bon moment pour le faire. Quand on est à une période charnière là, au niveau professionnel, puis on a l'occasion, on a perdu un emploi et on se lance dans la recherche d'emploi, c'est vraiment le bon moment. Pendant que vous êtes aux études, c'est le temps, là, parce que cette formation-là que vous êtes en train de faire, elle va vous donner plein de possibilités. Donc, le bilan de compétences va vous aider à recentrer, à focaliser où vous en allez par la suite. Mais c'est un peu cliché, mais beaucoup de gens font un bilan de compétences à la mi-trentaine. C'est beaucoup là. Il y a une période de remise en question dans la vie. Si on est sur le marché du travail depuis qu'on a 20, 22 ans, donc une quinzaine d'années dans un domaine, là, on a changé. Notre réalité familiale a beaucoup changé. Nos besoins sont différents. Puis ce qu'on veut pour la suite des choses, à 20 ans, ce qu'on veut, c'est pas la même chose qu'à 38 ans. Donc, moi, je dirais que c'est un peu cliché, mais la trentaine, début quarantaine, c'est une étape où beaucoup de gens c'est un besoin virulent là, de s'arrêter et de faire cette introspection-là. Excellent. Et sinon, moi, j'ai beaucoup de clients à l'aube de la retraite. Soit la retraite s'en vient ou ils sont dedans et ça n'a pas été préparé. Donc, parce que c'est long, là, la retraite, et puis souvent, les gens se retrouvent devant rien et il y a une espèce de vertige. J'ai des clients, ben, ils ont pris leur retraite, puis ils ont eu 2 ans de plaisir là, à faire tout ce qu'ils voulaient faire. Puis au bout de 2 ans, ils ont fait le tour de la retraite. Là, ils sont en pleine forme, ils ont encore des grands besoins financiers, un désir de faire quelque chose, mais là, ils ont besoin d'aide pour cibler qu'est-ce que je peux offrir. Parce qu'on se rend compte, là, c'est pas juste Karl Marx qui le dit, l'être humain est travail et le travail, ça nous aide à définir qui on est. Donc, bilan de compétences, c'est à des périodes charnières de la vie où il y a un changement. Excellent. Ben, merci beaucoup pour la réponse. On va poursuivre avec une question pour Alexandre. On a parlé de valeurs plus tôt en discussion. On nous demande quelles sont selon vous, hein, les valeurs de la nouvelle génération de travailleurs, les nouvelles valeurs qu'on recherche en entreprise. Et on nous demande est-ce que les entreprises suivent et font le move. Donc, est-ce que les entreprises suivent le pas des valeurs que la nouvelle génération recherche? Très bonne question, je trouve. Super bonne question. Super bonne question. Moi, je vais te répondre via le volet peut-être d'entreprise familiale que j'ai exploré un petit peu plus, puis on pourra élargir par la suite. Moi, ce que je constate beaucoup, c'est qu'on est là, la relève des entreprises familiales se forge, puis tranquillement, ils prennent la place des fondateurs ou de la génération. Puis, un des premiers exercices qu'ils font, c'est de revoir les valeurs, les renouveler, les mettre au goût du jour pour qu'ils incarnent aussi, eux, leur désir de progresser, de faire progresser l'organisation. Fait que je te dirais que il y a vraiment, oui, je pense qu'ils s'adaptent. Peut-être pas toutes les organisations, mais ça aussi, c'est un beau signe. Tantôt, on se parlait de comment qu'on peut identifier si l'entreprise nous ressemble ou tout ça, ben on peut le voir là. Puis je te dirais qu'au niveau des valeurs, on peut le reconnaître assez aisément sur les sites quand c'est pas nécessairement mis au goût du jour. Donc, je pense que quand on se parle de valeurs pour qu'est-ce qu'on se parle de renouveau, tout ce qui est c'est peut-être des thèmes aussi, là, parce que le valeur, évidemment,
respect, ouverture, transparence. On est beaucoup dans le volet transparence, mais moi, quand je pense aussi aux valeurs, je pense à tout l'aspect considération, donc conciliation travail-famille. Je pense à la confiance, la reconnaissance. Oui, puis ça se vit tellement différemment. On le voit là, à travers les organisations. Il y a certaines valeurs, il y a certaines organisations qui commencent à vivre le concept d'organisation libérée. Donc, c'est des concepts d'autogestion chez les entreprises. Donc, ça se vit maintenant. Les patrons n'existent plus. On a des bulles, donc les gens se forment des bulles qui peuvent représenter avant des départements, puis ces gens-là se gèrent ensemble. Donc, se dit, nous, là, ça, c'est nos valeurs, notre code d'éthique. Puis quand il y a quelqu'un qui déroge des valeurs de cette bulle-là, bien, automatiquement, elle se le fait dire. Puis là, peut-être que ça serait le temps que tu changes d'emploi ou que tu changes d'organisation. Nous, ça ne nous ressemble plus. Fait qu'imagine comment ça évolue, Sylvain, à un rythme rapidement. Puis c'est super intéressant. Il y a des livres là-dessus. Donc, on brise la hiérarchie un peu. On brise la hiérarchie, exact. Puis on s'accorde à se dire, les vacances, bon, on se donne les vacances qu'on a besoin de se donner, mais on fait fonctionner notre bulle, l'organisation, puis on se responsabilise là-dedans. Très intéressant. Oui, ça évolue très, très rapidement. Bon, alors on espère que l'élément de réponse aider un peu la personne qui a posé les questions, mais je trouve ça super intéressant. On va finir avec 2 dernières questions. Je vais en poser une première pour Farah. On nous demande, après 12 ans pour un même employeur, comment peut-on avoir des références pour un emploi, un retour aux études, on nous dit un doctorat par exemple, lorsque les anciens collègues ou les directeurs ne sont plus là dans l'entreprise où on a travaillé? C'est intéressant. Oui, la question des références, c'est une question qui revient avec des scénarios différents. Soit l'employeur a pris sa retraite et on ne peut plus communiquer avec cette personne-là. Soit l'entreprise, il y a eu beaucoup de restructuration, soit ça s'est mal terminé, donc on n'aurait pas de très bonnes références. Donc, ça angoisse beaucoup les chercheurs d'emploi. Mais bon, premièrement, j'aimerais ça qu'on se questionne sur les références, la façon, parce qu'on pourrait avoir de très belles références puis que ça ne fonctionne pas en emploi. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait un débat là-dessus. Là. Puis ça peut être très fauné, on va se le dire. Mais il ne faut pas s'embêter. Là, ce que je comprends de la question, c'est que la personne n'a pas de référence parce que les gens sont absents. Mais dès que ça peut s'expliquer au recruteur, la raison pour laquelle tu n'as pas de référence de ton dernier emploi ou de ton dernier supérieur, il faut que tu sois capable de l'expliquer en toute transparence. Moi, mon dernier employeur, il a pris sa retraite, puis mon directeur, je n'ai pas gardé de contact avec lui, il a changé d'emploi. Je pense que le recruteur va être capable de comprendre. Donc, il faut essayer de contextualiser, là, mais c'est sûr qu'il y a des processus d'embauche dans certaines entreprises. Si tu n'as pas tes 3 références, bien, ils ne vont pas te considérer. Il y a des endroits que c'est très, très, très formel, puis moi, je critique ça un petit peu, là, mais c'est parce que c'est une réalité pour beaucoup de chercheurs d'emploi, les références. Il y a plein d'histoires de vie qui font que les gens n'ont pas de références. Puis ça peut être des très bonnes raisons, très valables. Puis les gens sont très angoissés avec ça, là, même d'aller en entrevue parce qu'ils disent « j'en ai pas ». Mais je pense qu'il faut essayer d'expliquer les raisons. Puis là, vous allez voir, c'est le côté humain. Là. Vous parlez à un être humain en avant de vous, racontez-lui la vraie histoire, puis il va sans doute comprendre. Donc, de ne pas avoir de référence, ce n'est pas une mauvaise référence en soi, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Il faut expliquer. Moi, mes 3 derniers employeurs, ils ont pris leur retraite, puis je ne les dérangerai pas au chalet. Donc, j'ai une lettre, mais on ne peut pas les contacter. Donc, c'est ça ma réalité. Ça fait partie de la réalité, effectivement. C'est ça. Ben, d'où l'importance de demander une lettre de référence quand on quitte. Au moins, on a un document. Comme ça, si le recruteur ne peut pas contacter, ben au moins, il y a quelque chose. Mais tu sais, ça vaut ce que ça vaut, une lettre. Là. Ça peut être... Ça peut être tout le monde qui l'écrit. Mais au moins, c'est un réflexe. Parce qu'on le sait, la réalité, c'est qu'il y a des gens congédiés qui ont quand même des lettres de référence. Donc, moi, je remets ça un peu en question. Puis, moi, comme recruteur, ce n'est pas la chose qui pèserait le plus dans la balance. J'essaierais la personne en emploi, puis je la regarderais aller pendant 3 mois. Super. Ben, merci beaucoup, Farah. Merci bien. Je sais pas, Alexandre, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben peut-être, oui, si tu veux compléter, Sylvain, Alexandre.
Non, c'est un super bon point, Farah. Puis moi, des fois, ce qu'on se dit, c'est qu'au-delà de la relation directe, est-ce que vous avez eu des collaborateurs? Des fois, c'est en lien avec l'emploi. Donc, des collaborateurs, des fournisseurs. Euh, Moi, j'aime avoir, si c'est un poste de gestion, un employé. Donc, essayer d'explorer toutes les facettes possibles d'une référence pour comprendre qui est la personne, comment elle évolue dans le poste. Puis effectivement, des fois, le lien direct n'existe plus, mais là, c'est de savoir vers qui on pourrait se pencher. Puis oui, la transparence est tellement importante, ce que Farah dit, de donner l'heure juste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ça pour juste la question de perception de l'autre côté, mais tellement valorisé. Tu sais, en même temps, se dire, wow, bon, on me donne l'heure juste, elle fait des efforts, on essaie de trouver la meilleure source possible. Pas possible, Donner une chance aux coureurs en premier, peut-être. mais pour certains cas, je pense qu'on n'a pas le choix. Oui, excellent. Écoutez, merci beaucoup pour ces réponses-là, pour tous ces échanges qu'on a eus durant la dernière heure et demie presque. C'est ce qui va malheureusement terminer la soirée parce que, évidemment, on pourrait en parler encore longtemps de l'emploi, de la recherche d'emploi, de la carrière, surtout dans le contexte actuel. Mais peut-être que ça sera le sujet d'une prochaine conférence, qui sait peut-être. Alors, je vais vous donner un mot de la fin, peut-être pour conclure, tout simplement. Je vais commencer avec Alexandre, tiens. Ouais, un mot de la fin. Moi, écoutez, ça a été honnêtement un plaisir. Puis le marché de l'emploi évolue tellement rapidement, tellement de changements. Puis moi, je pense que des fois, en tant que chercheur d'emploi, on se pense qu'on est seul au monde. On se dit, coudon, je fais les efforts. Mais moi, je vous dirais, persévérer. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est un travail à temps plein, chercher un emploi, selon moi. Ça demande beaucoup d'introspection. C'est pas facile. Ça nous remet des fois en question. Mais moi, j'ai le goût de vous dire, persévérer, oser. On se parlait d'établir des contacts. Puis j'espère que vous allez oser me contacter parce que oui, je fais du recrutement. Puis si c'était une façon de casser la glace pour vous de dire, aïe, aïe, je tourne en rond, je m'essaie le premier contact, moi, je vous mets au défi. Prenez contact avec moi sur LinkedIn, je serai votre premier cobaye. Puis ce sera une façon de vous lancer. Merci beaucoup. Farah, pour conclure, qu'est-ce qu'on souhaite? Moi, je pense que le chemin professionnel en ligne droite, là, que peut-être d'autres générations ont connu, je crois qu'il n'existe plus ou il est très rare. Ils sont peut-être privilégiés, les gens là, qui ont ça, là, une carrière de 35 ans dans le même domaine. On change et puis on travaille plus longtemps. Pour la plupart. Donc, puis il y a les réalités de nos vies personnelles. Le marché du travail évolue beaucoup. Donc, je ferai la métaphore avec le GPS. Je trouve qu'on est en train de recalculer notre position en fonction de nos changements de vie. Puis notre itinéraire, il change en cours de route parce qu'il y a de la construction. Puis la destination, elle change. Donc, ce qui est important, c'est cliché, c'est le voyage, c'est les gens qu'on rencontre. Comme Alexandre dit, c'est difficile la recherche d'emploi, mais il y a des outils. On vous en a présenté qui vont vous être envoyés par courriel. Il y a beaucoup d'outils qui sont peut-être mal connus. Utilisez-les. Mais je pense que quand on prend le temps de se consacrer à soi, ça peut juste être positif ce qui va sortir de tout ça. Puis c'est bien que la faculté d'éducation permanente donne l'opportunité de parler de ces sujets-là qui nous passionnent. Oui, merci beaucoup pour votre présence ce soir, puis vos conseils. Je pense que ça va avoir été grandement apprécié par nos participants qui sont peut-être dans une situation de recherche d'emploi, de réorientation ou curieux tout simplement, ou peut-être ça va sonner une cloche chez certaines personnes qui se posaient des questions par rapport à leur carrière. Donc, c'est ce qui va conclure notre soirée. Mais avant de quitter, on va vous partager dans la zone clavardage un court sondage. On vous demande de prendre une petite minute tout simplement pour nous donner vos appréciations sur la soirée. Merci à nos conférenciers, Alexandre Raymond, Farah Martel. Merci beaucoup de votre présence, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à l'équipe du Réseau des diplômés et des donateurs, à ma collègue Karine Plouffe qui a reçu vos questions par clavardage qu'on a transmis à nos panélistes.
Et merci à l'équipe du groupe de couverture d'événements de l'Université de Montréal, sans qui nos événements virtuels ne seraient pas possibles. Merci aussi à notre partenaire d'affinité, TD Assurance, qui nous aide à soutenir les activités du réseau des diplômés. Et un gros merci évidemment à tous nos participants pour avoir été des nôtres ce soir. Je vous rappelle, vous étiez, on m'a dit tantôt 39 à vous joindre à nous en fait. Donc, on apprécie énormément votre présence en grand nombre. On vous invite aussi à suivre nos prochaines conférences organisées par le réseau des diplômés. Donc, vous trouverez tous les détails sur notre site. Le lien sera affiché dans la zone clavardage. Donc, le 2 novembre prochain, une conférence sur la conciliation travail-famille. Le 4 novembre, une ciné-conférence où on va aborder la question et le sujet de l'aide médicale à mourir avec la présentation du film Blackbird, mettant en vedette Susan Sarandon et Kate Winslet. Et le 9 novembre, un échange avec des diplômés de droit qui nous partageront leur expérience après leur passage à l'université. Donc, c'était Sylvain Lassorde-Gagnon pour le réseau des diplômés et des donateurs qui vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous et prenez bien soin de vous à la maison et au travail.